On reçoit en consultation Monsieur H, 65 ans, donc c'est un dossier un peu déprime. Vous êtes le médecin traitant de Monsieur H depuis de nombreuses années. Il a comme antécédent une HTA compliquée d'une coronaropathie, traitée par un stent unique sur l'IVA, traitée par aspirine, statine, inhibiteur calcique, dernière écho parfaitement normale, tabagisme sevré. Bref, un patient qui a plein de facteurs de risque, qui allait plutôt bien jusqu'au moment où on lui a découvert sur une douleur un sarcome osseux du membre inférieur droit remontant jusqu'au bassin qui a résisté à de la chimiothérapie. Une chirurgie est envisagée et M. H vient vous voir car les douleurs de son membre inférieur droit deviennent insupportables. Les antalgiques de palier 1 et 2 ont été tentés et on décide de le traiter par morphine. Question numéro 1, comment prescrit-on la morphine chez Monsieur H? Donc ça aussi c'est extrêmement bien codifié, il faut le connaître. Donc ça se fait sur des ordonnances sécurisées, une durée limitée, maximum 28 jours, avec une dose écrite en toutes lettres. La dose de départ habituelle c'est 1 mg kg jour en 2 fois de morphine à libération prolongée, exemple scannant, avec des interdoses d'1 sixième de la dose totale de morphine à libération immédiate. Ce qui est très important, autant que les doses de morphine, c'est de prévenir les complications liées à la morphine. Laxatifs et antiémétiques, c'est extrêmement important. Les laxatifs, ils vont tous avoir la constipation qui va même parfois les empêcher de prendre de la morphine même s'ils ont mal. Les antiémétiques, c'est très important, surtout dans les premiers temps. En général, passé la première semaine de traitement par morphine, on a moins d'effets nauséeux. On va l'informer et l'éduquer sur le traitement, ses effets secondaires, les signes de surdosage. Ça, c'est extrêmement important. Dès qu'on commence avec des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires lourds, il faut particulièrement informer son patient puisqu'il y a un risque, et c'est la suite du dossier, de le voir revenir pour une complication de son traitement. On va évaluer ultérieurement l'efficacité et la tolérance du traitement et adapter les doses en cas de besoin. Si le patient vient pour des accès douloureux et qu'on est obligé de passer à de la morphine intraveineuse, rappelez-vous des taux de conversion. Habituellement, on dit que c'est 1 pour 3, le ratio IV per os. Pour la douleur cancéreuse, les dernières recommandations sont plutôt des rapports de conversion de 1 sur 2. Un élément dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la rotation des opioïdes. C'est très bien connu des cancérologues. C'est en fait certains types d'opioïdes finalement désensibilise les récepteurs au bout d'un moment et changer d'opioïde assez régulièrement permet de conserver un nombre de récepteurs spécifiques adéquat et donc ne pas perdre en efficacité. Mais ça, on ne vous le demandera jamais. Question numéro 2. Alors que vous êtes de garde aux urgences, Monsieur H est amené par les pompiers pour des troubles de la conscience. Il est palo, il est en sueur, il ne respire pas du tout. Le tableau est évident. On a mis en place un traitement par morphine. Il vient dans un contexte de bras dypnée majeur. Il a un toxydrome opioïde. Toxydrome, c'est un mot qui est très important quand il y a une intoxication. Par surdosage en opiacés, surdosage en morphine, devant les troubles de la conscience associés à la bradypnée et l'hypoventilation alvéolaire, les sueurs sont des signes de l'hypercapnie. Le traitement en urgence se fait au cours d'une hospitalisation en réanimation. Toutes les intoxications graves vont en réanimation. On met le patient en condition, on lui donne de l'oxygène aux lunettes, scope cardio-tentionnel, VVP, hydratation et le traitement étiologique, c'est utiliser du Narcan. Le but n'est pas de réveiller le patient, le but c'est de le mettre hors de la zone de danger. Et hors de la zone de danger, c'est la zone où il a une fréquence respiratoire supérieure à 8-10. On prévoira un relais analgésique par d'autres médicaments parce qu'on va lever malgré tout un peu l'effet de la morphine, il peut avoir mal, on va le surveiller. Et voilà. Monsieur H doit être opéré de sa tumeur. À la consultation d'anesthésie, il est décidé de réaliser l'intervention sous anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale. Donc ça, c'est surtout pour la douleur post-opératoire. En général, on réalise l'anesthésie loco-régionale avant l'AG, même pas seulement en général, on le fait avant l'AG. Pourquoi? Parce que ça permet de monitorer en direct les complications possibles. Chez l'enfant, c'est un peu différent. On s'autorise à faire les anesthésies loco-régionales chez des enfants endormis. L'intervention sur son membre inférieur droit est finalement programmée. Quelles sont les possibilités d'anesthésie loco-régionale envisageables pour cette intervention orthopédique? Expliquer en une phrase les principales différences entre les différentes modalités. On en a discuté dans les dossiers d'avant. Du fait de la lourdeur et de l'extension prévisible du geste, donc c'est un sarcome osseux qui remonte jusqu'au bassin, sont possibles une anesthésie péridurale avec administration d'anesthésiques locaux extra-téco produisant un bloc suspendu,
une rachianesthésie avec une administration d'anesthésique locale intratécale au contact de la moelle, procurant un bloc complet sous le niveau de ponction. En fait, ce n'est pas tout à fait sous le niveau de ponction, c'est sous le niveau de remontée du produit. Donc il peut remonter un petit peu, on évite de faire du ballottage pour éviter de pousser le produit trop haut. La principale complication, c'est ce qu'on appelle la rachianesthésie totale, avec une paralysie de la moelle au niveau même cervical. Ça a déjà été décrit et ça, c'est à l'origine de complications cardiovasculaires, d'un arrêt respiratoire, parfois d'arrêt cardiaque. Quels sont les risques de ces ALR? Donc, les risques des anesthésies loco-régionales sont, pour les anesthésies axiales, les passages, comme pour toute anesthésie locale, intravasculaires des anesthésiques locaux, avec des troubles du rythme cardiaque. Les anesthésiques locaux, notamment la xylocaïne, sont de puissants antiarythmiques qui agissent en général en phase 1 du potentiel d'action. La phase 1, c'est la phase la phase ITO, c'est une phase de courant potassique. Et il est important c'est un courant qui est extrêmement important parce qu'il permet d'éviter la plupart de troubles du rythme. Il crée un gradient de dépolarisation entre l'intérieur et l'extérieur du myocarde et il évite ce qu'on appelle les réentrées de type 2 qui peuvent être à l'origine d'un décès. Les autres complications de ces anesthésies, c'est la brèche durmérienne quand on n'avait pas envie de le faire, c'est-à-dire avec ma grosse aiguille, l'aiguille de péridurale, elle est plus grosse que l'aiguille de rachianesthésie, c'est normal, il y a un tuyau un peu plus gros qui va passer à l'intérieur. Si je perce mon sac dural, je vais avoir une fuite de LCR, ça va donner des maux de tête très importants, il peut y avoir des méningites, mais ça c'est exceptionnel. Je peux avoir un hématome épidural ou péridural avec un risque de compression médulaire avec un retentissement neurologique. La rachianesthésie complète, j'en ai parlé. La toxicité nerveuse des anesthésiques locaux, c'est-à-dire que dans les semaines qui suivent l'anesthésie locale, le nerf se dégrade, s'apoptose et perd de sa fonction, parfois non récupérable. On peut avoir une plaie médulaire, je lèse les fibres nerveuses. Une injection intrafasciculaire, c'est-à-dire j'injecte dans la gaine du nerf et en fait l'excès de pression que je vais générer à l'intérieur va être à l'origine d'une nécrose du nerf. Il peut y avoir des effets hémodynamiques, hypotension, bradycardie liés à l'anesthésie, par exemple vasculaire ou au passage intravasculaire des anesthésiques locaux. Et on peut avoir également, comme pour toute substance, une allergie, et l'allergie qui peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Il est finalement décidé de poser un cathéter péridural afin de prévenir les douleurs post-op. L'anesthésie péridurale s'effectue avec une dose test de xylocaïne adrénalinée. Lors de la pose de la péridurale, le patient présente une tachycardie à 150 par minute. Quelles hypothèses doit-on évoquer? Donc c'est Quels éléments de l'examen clinique vous permettront de faire le diagnostic? Donc les deux hypothèses à évoquer, c'est soit le passage intravasculaire de la solution adrénalinée test, puisqu'on utilise de la xylocaïne adrénalinée. Et donc forcément, on a une tachycardie, mais qui sera accompagnée d'hypertension artérielle, soit une vasodilatation secondaire à l'anesthésie avec une réponse sympathique extrêmement importante. Et ça, c'est en général accompagné d'hypotension artérielle. Pour nous aider à faire la différence entre les deux diagnostics, à l'interrogatoire, on va rechercher des signes de passage intravasculaire d'anesthésiques locaux et les signes cliniques particuliers sont les acouphènes, les vertiges, la sensation de goût métallique dans la bouche, la xylocaïne donne particulièrement ça, des troubles sensitifs de tous les mi-corps. On regarde aussi les paramètres hémodynamiques, est-ce que la PA est élevée et un petit élément qui est l'élément Sioux, qui sera probablement pas à l'internat, c'est le passage intravasculaire de produits, d'anesthésique locale s'accompagne avant l'apparition des signes cliniques des modifications de l'onté, d'aplatissement de l'onté. Donc il faut toujours surveiller l'électrocardiogramme quand on injecte un anesthésique local. Même un bloc extrêmement périphérique peut être compliqué d'un passage intravasculaire et peut conduire dans certains cas aux essais du patient. En post-opératoire, le patient est incapable de bouger la jambe droite. Quelles sont les hypothèses à évoquer? On a vu quels étaient les risques précédemment, on va les revoir. Donc c'est un hématome intradural ou péridural, une toxicité directe des anesthésiques locaux ou une plaie du nerf sciatique droit, carrément en perçant, en posant l'analgésie péridurale. Les examens à prescrire. Donc pour faire la part des choses entre ces hypothèses, on va demander une imagerie en urgence vertébromédulaire, au mieux une IRM, à défaut un scanner, à la recherche d'un hématome. Et en cas de négativité, on fera un électromyogramme qu'on répétera pour rechercher
des signes de souffrance nerveuse. On ne retrouve pas d'étiologie curable. Le patient récupère peu à peu sa mobilité, mais souffre depuis maintenant plus de 6 mois de douleurs chroniques. Question un peu spécifique, comment évalue-t-on les douleurs chroniques? Donc il existe des recommandations que vous pouvez trouver sur le site où on trouve toutes les recommandations bmlweb.org, où il y a les dernières conférences de consensus. Je vous encourage à aller le voir jusqu'à maintenant, à peu près jusqu'à mi-avril. Après, je pense que toutes les conférences de consensus qui sortent, il n'y a aucun moyen qu'il y ait qu'elles soient à prendre par cœur pour mettre des éléments qui auraient changé drastiquement parce qu'ils ne font pas partie de la banque. Par contre, les conférences de consensus, ça sert également à se faire une idée précise sur des pathologies. Donc, ne stressez pas si vous ne connaissez pas la veille de l'internat la conférence de consensus sortie une semaine avant. Par contre, c'est pas si mal que ça d'aller régulièrement les voir. Pour les conférences de consensus, ça permet de faire un tour complet d'une question. L'évaluation d'une douleur chronique comporte un schéma donnant la topographie des zones douloureuses. Donc ça, c'est hyper important pendant la consultation, de faire un dessin par soi-même et de demander au patient de le compléter pour dire où est-ce qu'il a mal. Une mesure de l'intensité de la douleur par EVA, EN, EVS. Des adjectifs sensoriels et affectifs descriptifs de la douleur standardisée. Ça, c'est très important. C'est dans le questionnaire douleur de Saint-Antoine. Et il est important d'associer les échelles numériques et les descriptifs qualitatifs. Une évaluation de l'anxiété et de la dépression par l'échelle HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les conséquences neuropsychologiques, surtout psychiatriques, type dépression, d'une douleur chronique, sont extrêmement importantes. Une évaluation de retentissement de la douleur sur le comportement, c'est ce que je viens de dire. Par ailleurs, seront vérifiés les traitements déjà pris et l'observance du patient et le bilan étiologique de la douleur pour savoir si on a déjà retrouvé une cause particulière à ça. L'interrogatoire vous fait pencher pour une douleur de type neuropathique. Quelle thérapeutique pouvez-vous envisager dans cette situation? Les douleurs neuropathiques, c'est les plus compliquées à traiter. Et donc les traitements antalgiques pour soulager les douleurs neuropathiques font appel à des traitements médicamenteux, notamment les antidépresseurs tricycliques ou autres anticonvulsivants. Ou anticonvulsivants, pas autres anticonvulsivants, parce que les tricycliques, c'est plutôt proconvulsivants. Des traitements chirurgicaux, la neurolyse chirurgicale, la stimulation cérébrale, qui a de très bons résultats sur la douleur neuropathique. Et surtout, une prise en charge psychologique, éventuellement aidée par l'hypnose. Et l'hypnose fonctionne extrêmement bien. Ce n'est pas du tout de la charlatanerie, c'est scientifiquement prouvé. On commence à voir les premiers patterns électroencéphalographiques d'une hypnose réussie. Donc, c'est vraiment une thérapeutique dont il ne faut pas se priver. Votre traitement, après plusieurs semaines, arrive enfin à contenir cette douleur, mais malgré la chirurgie, l'évolution de la maladie se poursuit et maintenant, il est au-delà de toute ressource thérapeutique. L'état de santé du patient décline peu à peu. Son performance statut est à 3, c'est-à-dire qu'il passe plus de 50% de la journée au lit, il ne se lève plus. Il est de nouveau hospitalisé pour une infection opportuniste maintenant traitée. Vous décidez de l'adresser à une équipe de soins palliatifs. Quelles informations donne-t-on au patient? Quelles mesures organisationnelles peut-on prendre sachant que le décès de M. H semble imminent? Donc l'information doit être loyale, claire et adaptée. En faisant preuve d'empathie, elle porte sur la maladie et son pronostic péjoratif, il faut le dire que c'est terminé. Évidemment, selon l'adaptation du patient, dans certains cas, les patients ne veulent pas l'entendre, il ne faut pas les forcer, mais à chaque fois que c'est possible, il faut aborder le sujet. Les thérapeutiques de confort peuvent être mises en place, doivent être mises en place. Et la possibilité d'un soutien psychologique et d'une mise en relation avec une unité de soins palliatifs aussi. Il faut s'assurer de la bonne compréhension des informations transmises avec reformulation si nécessaire. En ce qui concerne l'organisation de la fin de vie de M. H, on peut envisager de le transférer à son domicile si lui-même ou sa famille en exprime le désir, avec mise en place d'aides, visites d'équipes médicales et paramédicales à domicile en partenariat étroit avec le médecin traitant qui en général est l'élément central qui va coordonner l'hospitalisation à domicile. De le transporter avec toute la discrétion souhaitable dans une chambre individuelle où ses proches seront admis à rester auprès de lui et à assister à ses derniers instants. Les thérapeutiques actives destinées à améliorer le confort du mourant sont poursuivies. Et c'est terminé pour le dossier. On me pose souvent la question de savoir comment intégrer dans la réponse à la loi Leonetti de 2003 là-dedans. La loi Leonetti, c'est celle qui dit qu'on peut arrêter les thérapeutiques actives s'il n'y a plus d'issue thérapeutique, que les thérapeutiques de confort doivent être poursuivies et augmentées pour le confort du patient, y compris si c'est à l'origine de complications, que le patient a droit à l'information, il a le droit d'être acteur même de son décès et de
sans parler d'euthanasie, mais de décider dans quelles circonstances il a envie de décider, dans quel endroit. Et ça désigne aussi, la loi de l'honnêteté 2003 permet de désigner une personne de confiance qui sera l'intermédiaire privilégié entre le médecin traitant, enfin entre le médecin responsable qui prendra en charge le patient dans ses derniers instants, le patient lui-même et sa famille. Donc j'espère que vous avez appris des choses au cours de cette conférence. Il est encore un peu tôt de CVM3 pour tout connaître. Je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me solliciter sur le site internet si vous avez des questions. Au revoir.